Et à tout seigneur, tout honneur, puisque l'on va commencer avec les vins de la cépage sorcier boîte. Alors l'idée avec cette cépage sorcier boîte, c'était de coller un peu à ce que je vais vous expliquer dans l'épisode. Je vous expliquais qu'il y avait 3 grands types de chardonnay de Bourgogne, les chardonnays sur la minéralité, les chardonnays sur le côté rond, gras, matière, opulence, et les chardonnays sur le côté fruité. J'ai voulu rester accessible, donc j'ai décidé de vous faire une sélection avec quand même 2 Bourgognes, 2 Mâconnais et un Bugey, et on va commencer par le vin du Bugey, avec cette splendide La Petite Côte Chardonnay 2020 de chez Yves Duport. Alors bon, le Bugey, c'est vrai que c'est pas forcément le vignoble le plus connu, puisqu'il a seulement 500 hectares, dont 167 de chardonnay, si je me souviens bien de mes chiffres. Et pourtant, ce vin, quelle claque. Je l'ai découvert sur Millésime Bio, pour être tout à fait honnête, au dernier jour de salon. Je me rends sur le stand de Yves, je goûte et waouh, c'est le chardonnay qui se veut plutôt sur la minéralité et la tension. Alors on n'est pas sur un côté minéralité saline comme dans Chablis, on est plutôt sur une minéralité, je dirais, de l'acidité, sur le côté un peu plus pierreux, mais c'est quand même bien présent. Et alors au nez, mais ça pète sur la poire blanche mûre. Et en dehors de cette poire ultra prédominante, on retrouvera aussi ce côté fruit blanc ainsi que fleurs printanières. C'est léger, c'est minéral et en termes de rapport prix-plaisir, c'est juste imbattable et vraiment pur vin d'apéritif. Je suis pas sûr que ça gagnera à vieillir, buvez-le maintenant et kiffez. On remonte plus au nord dans la Bourgogne et plus précisément dans le Mâconnais, au Coteau des Margots, avec la cuvée La Picole. Habile jeu de mots. Alors honnêtement, je vais pas vous représenter le Coteau des Margots, puisque j'ai déjà fait tout un épisode, le tout premier de J'irai trinquer chez vous, qui leur est consacré, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça sera beaucoup plus simple pour vous présenter le domaine. La Picole, c'est la cuvée que je voulais clairement pour exprimer le côté ultra fruité de ce cépage. Quand je suis allé déguster toutes les cuvées du domaine avec PJ, j'ai mis le nez dedans et j'ai dit waouh, ok, ça, je le veux. Pourquoi? Parce que c'est la définition même du chardonnay qui pète sur les agrumes. Agrumes, citron jaune, pamplemousse, pêche jaune, silex ou encore fumée, voilà quelques-unes des notes que vous retrouverez. En bouche, c'est rond, c'est gourmand, c'est chaleureux et ça a une super tension sur l'acidité. C'est leur cuvée qu'ils orientent clairement pour les bars à vin, c'est du plaisir, donc buvez-moi ça dans les 3 années. Et enfin, le 3e et dernier vin de cette sélection, c'est le Mâcon Péronne, vieille vigne du domaine des Gandines, et c'est clairement le vin que j'ai voulu un peu plus, on va dire, sur la matière et le côté gras. C'est vinifié par Florent Dananché, qui est quand même un vigneron avec une vraie expérience, puisque, outre le fait qu'il est énologue de formation et qu'il est passé par certains domaines mythiques des États-Unis comme Screaming Eagle, elle a donné naissance à partir de très vieilles vignes familiales, on parle de vignes qui ont entre 80 et 85 ans, si je me souviens bien de ce qu'il disait, ça donne un Mâcon Péronne d'un très très gros niveau. Le bouquet, c'est un espèce de mélange entre un côté très iodé et salin, et en même temps un côté citron vert ainsi que des notes de brioche. Ça reste un super équilibre justement entre l'acidité, la tension, la matière, et vraiment en Mâcon Village, enfin Mâcon avec dénomination village, ça fait partie des plus beaux vins blancs que vous pourrez trouver. Et allez, avant de partir sur les vins rouges, j'ai décidé de vous faire un petit arrêt par la Provence pour vous présenter un rosé absolument coup de cœur. Alors je sais, le rosé n'est pas forcément un vin qui a très bonne réputation, ce qui est absolument fou quand on y pense, parce que c'est juste le premier vin que l'humanité ait jamais vinifié. Mais alors ces dernières décennies, entre l'invasion au supermarché et le côté rosé piscine, le rosé a perdu ses lettres de noblesse et je trouve ça absolument dramatique. Et alors ce rosé il nous vient d'où? Ce rosé il nous vient du domaine Les Fouques, qui est situé entre les villes de Hyères et de Lalonde. Eux pareil, je les ai découverts sur Millésime Bio et alors j'ai goûté ça et ça a été un coup de cœur absolu et instantané. Ils ont été parmi les précurseurs du bio puisqu'ils travaillent comme ça depuis les années 70 et sont passés en biodynamie je crois en 1991, pour ceux qui sont sensibles à la biodynamie. N'empêche que leur cuvée l'impulsion là, oh le nez, fraise gariguette, petits fruits rouges, framboises, agrumes, foin, résine de pin ou encore violette. V'là la complexité du truc. La bouche, c'est un modèle de salinité avec une matière légère, fraîche et tendue, et avec une petite amertume de fin de bouche qui participe totalement à l'équilibre. Grosse dominante de cinsault, et franchement, si tous les rosés étaient de ce niveau, je peux vous dire qu'on parlerait bien mieux du rosé. Attention, c'est du sans sulfite ajouté, donc si vous en commandez une bouteille, par pitié, mettez-moi ça au frigo, parce que le vin déteste 2 choses, les grosses températures ainsi que la lumière. Donc par pitié, gardez-moi ça au frais dans le frigo, mais alors pour le reste, vous allez voir, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, toujours dans les coups de cœur monstrueux, je vous présente la cuvée court-métrage 2019 du mas Le San. Ouais, c'est des Catalans, c'est pas facile à prononcer. Alors eux, c'est pareil, il y aurait, mais
mais tellement à dire. Par où est-ce que je vais bien pouvoir commencer? Je les ai connus avec le concours Vigneron et Terroir d'Avenir, qui est un concours que j'aime beaucoup, puisque Frédéric Bern est notamment passé par là. Ce concours, ils ont fini deuxième, et ils portaient un projet de ferme en autonomie dans les hauteurs du pays catalan français. Ils sont situés dans un espèce de bled taré rare, à une hauteur de 600-650 mètres d'altitude. De toute façon, c'est simple. En fait, j'étais allé les voir à la base, parce que je voulais faire un épisode de J'irai trinquer chez vous avec eux, enfin, si le format avait continué, et j'avais pris mon petit fourgon, j'avais pris à l'ouest de Perpignan, et c'est tellement paumé que le seul panneau de direction qu'il y a, c'est Andorre-la-Ville. Je passe après un barrage et je commence à monter en direction de chez eux, et une route de montagne. Eh ben je vous le dis, fallait pas croiser à deux. J'arrive dans un espèce de terroir de carte postale, 650 mètres d'altitude, vue sur la Méditerranée, enfin quelque chose de grandiose. Et en fait, s'ils sont montés aussi haut en altitude, c'est parce qu'avec le changement climatique, eh ben, ils anticipent la montée des chaleurs et des maturités, et du coup, ils vont sur des terroirs qui, historiquement, étaient plus compliqués à travailler, mais qui d'ici 10-15 ans seront parfaitement adaptés. Ils ont récupéré un patrimoine de vignes absolument magnifique, puisque si je me souviens bien, il y a des vieux carignans en gobelet qui dataient de 80 ans, quelque chose comme ça. Je vous parle de Hill depuis un moment, mais j'ai oublié de vous les présenter. Il y a donc d'un côté Dominique, énologue et agronome de formation, et sa compagne Solène, qui elle pour le coup est sommelière. Avant, ils étaient en Toscane, et plus précisément au domaine Caia Rossa, qui est juste l'un des domaines mythiques de la révolution des super toscans, et si je dis pas de bêtises, je crois même que Dominique était le régisseur, donc ça commence à peser. Hein. Ils ont décidé de voler de leurs propres ailes et de s'installer à leur compte, et c'est comme ça qu'ils ont débarqué dans la Catalogne française. Quand j'étais allé les rencontrer la première fois il y a 2-3 ans, ils vendaient les millésimes 2015-2016, ils venaient de récupérer la propriété, ils avaient pas forcément eu, je trouve, le temps de forcément mettre leurs pattes, mais alors là, j'ai regoûté les 19 sur millésime bio, et alors putain... Niveau assemblage, 58% de Carignan, 18% de Grenache, 16% de Syrah, 9% de Chenançon, vigne de 35 à 80 ans, tout est en bio évidemment, et en fait l'une des spécificités de cette cuvée, c'est que après avoir connu un élevage de 12 mois dans des fûts de 4 ans, petite spécificité qu'ils ont apportée d'Italie, c'est qu'il y a eu un élevage supplémentaire en cuve sur lit fine. C'est un peu ce qu'on appelle en Italie la technique du ripasso, où pour donner plus de rondeur et de volume, vous appliquez cette technique. Le résultat, c'est que au nez, vous avez un bouquet ultra complexe qui pianotera entre des notes de fruits noirs, de menthol, de poivre blanc, d'orange amer, de fèves de cacao ou encore de mocha. En bouche, c'est fin, c'est tendu, ça a une superbe acidité et une magnifique longueur. À chaque fois que je prépare mes fiches de dégustation, j'ouvre tous les vins et évidemment, comme je ne peux pas boire 8 bouteilles à moi seul, j'invite des copains pour venir déguster. Ce vin en rouge est clairement ressorti comme le coup de cœur du comité de sélection Vinstache. Donc voilà, vraiment un truc assez incroyable et une vraie pépite. Et après le pays catalan, on part à Bordeaux au château Bretous pour la cuvée champêtre. Et alors je vous préviens, ça a un côté un peu ovni. Le château Bretous, je les connais très bien en fait, parce que quand j'ai fait mes études à Kedge Business School à Bordeaux, dans le Master 20 et spiritueux, on avait un projet où on devait aider des vignerons qui avaient des problématiques commerciales. Eux, Château Bretous, pour le coup, c'était de se développer et de développer la vente aux particuliers. Et c'est comme ça que je les ai connus. Et que de chemin parcouru depuis. Alors, je vais vous demander de faire totalement abstraction de l'appellation, c'est-à-dire Cadillac Côte de Bordeaux, puisque je sais que c'est clairement pas aussi réputé que des Pauillac, que des Saint-Émilion ou quoi que ce soit. Ce Bordeaux, je dirais que c'est le Bordeaux pour les gens qui n'aiment pas Bordeaux. Bon, alors j'exagère un peu, mais en fait, si vous avez l'habitude des Bordeaux hyper concentrés, hyper parcurisés, oubliez tout ça. C'est une pure expression de fruits. Quand je l'ai goûté sur millésime bio, parce que là encore c'est une cuvée en bio, ça pétait sur les fruits noirs avec vraiment une pureté de fruits. Depuis la mise en bouteille, ça s'est transformé, puisque lorsque j'ai mis le nez dedans, c'était clairement une odeur que les Anglais appellent ça toffee. Et en fait, je dirais que c'est un peu le caramel au lait, ou le lait de caramel. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, vous prenez du lait, vous prenez du caramel, c'est exactement ça. Avec aussi un côté fruits noirs, cerises, mocha. Ça n'a pas de défaut. Peut-être une toute petite pointe de volatile, mais franchement, rien de scandaleux. Pour l'anecdote, je l'ai fait goûter à Charles du Podstache et il m'a dit non, c'est atypique, mais ça n'a aucun défaut. Sa bouche ronde est ultra juteuse, mais avec des tanins infirmés. Du coup, je vous conseille de lui donner quand même 1 heure d'ouverture pour assouplir le côté structure tannique. Et je vous conseille de le boire autour de 15 degrés. Si vous avez un côté joueur, foncez là-dessus. Si vous êtes quelqu'un de très conservateur, alors je vous conseillerais peut-être un autre vin. Et peut-être que ce vin, ce sera tout simplement la cuvée Les Cabernets du Château du Frêne. Attention,
v'là la pépite, 10 balles. Alors le Château du Frêne, je l'avais présenté pour la toute première fois au vin Vinstache, mais je l'avais présenté en blanc, puisque forcément l'Anjou, grosse production de chenin. Mais là je suis parti sur une cuvée de rouge, et pourtant, me faire aimer un rouge de Loire, c'est pas forcément gagné. Le souci que j'ai souvent avec les rouges de Loire, c'est que je trouve qu'ils manquent de maturité. Et pourtant, ça j'ai beaucoup aimé, notamment justement parce que les cabernets sont récoltés au moment où il y a des belles maturités. Au nez, j'ai eu un gros côté fruits rouges confiturés, ainsi que cerises noires, poivre blanc, le côté végétal noble quoi. Et à l'ouverture, il y a des notes de chocolat noir et de cacao qui se sont révélées. En bouche, c'est structuré, droit, avec de beaux amers et une belle fraîcheur. Ça manque peut-être d'un chouïa de complexité, mais pour un vin à 10 balles, honnêtement, ça fait totalement l'affaire. Pour information, cette cuvée a aussi eu 2 étoiles au guide Hachette et un coup de cœur. Alors le guide Hachette, c'est pas forcément celui dont je suis le plus friand, mais je vous donne quand même leur avis au cas où. Ça me fait toujours un argument de vente. Tout jeune et déjà bien en chair, ce rouge admirable donne le maximum pour son petit prix. Son fruit juste, croquant et persistant, son équilibre parfait, son charnu, sa générosité et ses tanins fins compose un vin diablement charmeur. Eh bien, je n'aurais pas pu le dire mieux. Et allez, on finit avec la cuvée Friandise 2021 en Gros Hermitage du domaine Mélodie. Domaine situé dans le fameux village de Mercurol, non loin du feu Alain Graillot, et qui est un domaine avec lequel je voulais travailler depuis très longtemps, puisque dès mon épisode de cépage sorcier consacré à la Syrah, je vous parlais de leur cuvée d'élite, qui est la cuvée L'Étoile Noire. Là, j'ai décidé de partir sur leur cuvée d'entrée de gamme, entre guillemets, leur cuvée la plus jeune, qui est issue de vignes de Syrah de 25 à 30 ans. Les vignes sont implantées sur le lieu-dit de Talabert, que je connaissais personnellement via la maison Jaboulet-Aîné, puisqu'ils ont une cuvée assez réputée qui vient de là-bas. Et en termes de rapport prix-plaisir, pour du Gros Hermitage, c'est top. C'est ultra séducteur et c'est mais alors totalement typique de Gros Hermitage. Fruits rouges frais, violettes, musc, cuir de céleri. En bouche, oubliez les Gros Hermitages sur l'opulence et qui demandent un peu de temps pour se faire, puisque là, on est tout sur la souplesse et sur le côté aérien. C'est fin, c'est frais, et surtout, les tanins sont déjà parfaitement en place. Ce qui est pas forcément à gagner, parce que honnêtement, quand j'ai reçu le vin, je savais que c'était du 2021, donc je me suis dit, à mon avis, c'est trop jeune, ça va avoir besoin de gagner encore un peu pour se faire. Et non, pas du tout, ça peut se boire dès maintenant. Pur Gros Hermitage de pur apéritif et une parfaite introduction au style de la région. Et comme le dirait si bien nos vignerons, c'est que du plaisir, sans prise de tête. Et allez, pour terminer, je vous dirai aussi que le nouveau Podstache est sorti. Dans celui-ci, on envoie du lourd puisque l'on part sur 2 appellations absolument iconiques que sont Chablis et Châteauneuf-du-Pape. Le Chablis que nous avons sélectionné, c'est celui du domaine Gérard Duplessis en 2020, un Chablis pur, tendu, minéral, et qui délivrera de délicates notes de citron jaune, de silex, de verveine, de basilic et d'herbes aromatiques. Il est vendu avec le Châteauneuf-du-Pape, le Traversier 2019 du château Simian, qui pour le coup est un Châteauneuf-du-Pape dans un style assez moderne, puisqu'il alliera fraîcheur et souplesse à un nez profond de fraise mara, de cerise noire, de garrigue, de poivre noir ou encore de cuir de céleri. Et pour terminer, j'ai refait rentrer quelques très rares bouteilles du champagne de Maximulins, puisque j'en ai seulement 30 bouteilles de disponibles. Je ne vais pas vous refaire tout le topo, puisqu'un épisode entier de J'irai trinquer chez vous lui est consacré. Et quant à moi, je vous dis à bientôt!